Aller voir un psy, dire à quelqu'un d'aller voir un psy, c'est une bonne idée. En revanche, parfois, quand on dit à quelqu'un d'aller voir un psy, eh bien ça peut être mal pris. Ça peut être considéré comme un jugement, ça peut même être parfois considéré comme une insulte. Donc dans cette vidéo, je vous donne 3 façons de bien le dire, de bien l'amener, parce que par définition, je pense que c'est une bonne idée. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. Personnellement, je vois un psy depuis des années pour me sentir mieux ou pour soigner des maladies comme la dépression. Parallèlement, je suis kinésithérapeute, ostéopathe et enseignant, et au cabinet, quand la prise en charge sort de mes compétences, c'est-à-dire qu'il faut une prise en charge psy, eh bien, je suggère aux patients d'aller voir un psy. Bref, comme ça fait partie de mon quotidien et qu'on me l'a pas mal demandé sur Instagram et on me l'a pas mal demandé en cours, aujourd'hui je vous donne 3 façons de suggérer à quelqu'un d'aller voir un psy parce que par définition c'est forcément une très bonne idée. Je vais donc vous présenter 3 manières de faire, 3 façons de faire avec des arguments, les avantages et les inconvénients. La première manière de faire, c'est la façon rationnelle, celle qui fait appel au raisonnement, à la raison. Et quand on parle de raison, quand on parle de raisonnement, on parle forcément de science, de données fiables, de données vérifiables. Et en l'occurrence, premier point, première raison, eh bien, c'est parce que l'anxiété, c'est quelque chose qui soit entretient des maladies, entretient des problèmes, entretient des symptômes, soit les provoque, soit fait partie des facteurs de risque d'une grande partie des maladies qui existent sur Terre. Deuxièmement, la psychothérapie, c'est la manière la plus efficace, une des manières les plus efficaces pour gérer tout type de problématiques psychiatriques. Sans hiérarchie, que ce soit le simple, entre guillemets, parce que j'aime pas trop la notion de hiérarchie de gravité, du moindre petit trouble anxieux à la grande psychose, à la schizophrénie, aux troubles psychotiques, etc. Troisième argument important, le type de psychothérapie n'importe pas, ou n'importe que très peu. C'est vraiment en fonction de la personne. Donc, ce qu'on peut suggérer à la personne, c'est pas d'aller voir particulièrement un psychanalyste, particulièrement quelqu'un qui fait des thérapies comportementales et cognitives. L'idée, c'est que c'est la démarche de faire une psychothérapie qui va aider. Et évidemment, la psychothérapie en elle-même. Quatrième argument, penser que, sous prétexte que la souffrance psychique, que la souffrance morale, que la souffrance mentale, sous prétexte qu'elle ne se voit pas, eh bien penser qu'elle ne mérite pas d'attention, qu'elle peut être mise de côté, et qu'on peut continuer à vivre malgré la souffrance et malgré la douleur mentale, eh bien c'est clairement se mettre un doigt dans l'œil. Alors l'exemple est peut-être un petit peu mal choisi, parce que se mettre un doigt dans l'œil, eh bien c'est quand même un petit peu moins douloureux qu'une dépression, qu'un trouble anxieux généralisé, ou que l'alcoolisme, ou que n'importe quel comportement addictif, effectivement. Mais vous avez compris le principe. 5e argument, et pas des moindres, la souffrance mentale, ou n'importe quel type de souffrance psychique ou de pathologie psychiatrique, a cet effet particulièrement pervers d'atteindre, d'affecter, d'abîmer toutes les sphères de la personne. Que ce soit les sphères amoureuses, familiales, professionnelles, sociales, physiques même. Quand je parle d'effet pervers, c'est parce que parfois, par chance, entre guillemets, eh bien, ça détériore toutes les sphères de la personne d'un coup. Mais la plupart du temps, avec les troubles psychiques, les troubles psychiatriques et la douleur mentale en général, eh bien en fait, toutes les sphères, elles mettent du temps à se dégrader. Et c'est ça qui est pervers, et ça c'est très important. Les avantages de ces 5 arguments rationnels, c'est qu'il est très difficile de ne pas acquiescer, il est très difficile de trouver des arguments qui vont contre, parce que la science est formelle là-dessus. L'inconvénient, c'est qu'il y a un petit côté qui peut paraître paternaliste, qui peut paraître juge ou autorité supérieure, qui manque d'empathie et qui n'inclut pas le côté affectif, affectueux d'une relation de l'aide à l'autre. C'est un côté un petit peu cartésien qui peut paraître un peu froid. Donc la deuxième manière, que vous pouvez utiliser également en complément ou en premier lieu, il n'y a pas d'ordre, c'est la manière qu'on va dire émotionnelle, affective, empathique. Premièrement, avant même de mentionner la notion de psy, ou en même temps qu'on le mentionne, moi je trouve que c'est toujours bien d'expliquer pourquoi on va dire ce qu'on va dire, eh bien rappelez que c'est l'amour qui motive cette discussion, l'amour qui motive ses conseils, ses suggestions. Alors si c'est avec un patient, on va pas lui dire qu'on l'aime, déjà parce qu'on n'a pas d'amour pour ses patients, et ensuite parce qu'on peut dire aux patients que ce qui motive cette discussion, c'est qu'on a envie de trouver des solutions. On a envie d'aider la personne. Et que si on n'aimait pas la personne, ou que si on ne voulait pas l'aider,
eh bien on dirait rien parce qu'on n'en aurait rien à foutre en fait. Deuxièmement, précisez que vous n'êtes pas en train de vous placer en position de juge qui sait mieux et qui se permet de juger ou de mettre un label sur la personne qui souffre en lui disant qu'il a besoin d'aller voir un psy. C'est justement l'inverse. Et quand je dis c'est l'inverse, c'est parce que on se sent impuissant, on se sent démuni, et c'est cette impuissance et cette empathie qui fait que, eh bien, c'est ce qu'il y a de mieux d'aider la personne en déléguant à quelqu'un de neutre dont c'est le métier. Troisième suggestion dans cette manière, on va dire un peu plus émotionnelle, moi j'aime bien faire des métaphores. Je trouve que les métaphores, bah, c'est leur boulot, elles illustrent quelque chose qu'on a un petit peu de mal à dire avec les mots classiques, avec un premier degré parfois un peu dur, parfois un peu froid. Première métaphore, la métaphore de la montagne. Celle-là je l'aime beaucoup parce qu'elle est très simple, elle est très courte. Quand on décide de faire une randonnée et d'aller en haut d'une montagne, si on le fait à poil, pieds nus, il y a de fortes chances que ce soit décourageant, déprimant et qu'on n'y arrive pas, à moins d'être Kylian Jornet. Donc on s'équipe, donc on prend un guide, donc on s'entraîne, et donc on se fait aider. Deuxième métaphore, deuxième allégorie, deuxième comparaison, quand on fait un effort, comme, je sais pas moi, se laver les dents 3 fois par jour, pendant 2 minutes, ou ranger la vaisselle, ou payer ses factures en temps et en heure, chose que j'ai un petit peu de mal à faire. Les factures, hein, pas les dents. Eh bien, on sait que l'effort, il est moins difficile que de subir les conséquences de tout ce bazar. Par exemple, des caries, par exemple, faire une montagne de vaisselle, par exemple, avoir des retards de factures et donc des majorations, etc., etc. Et si je parle de ça, c'est parce que c'est souvent l'effort des premiers rendez-vous qui est difficile. Une fois qu'on est lancé chez le psy, eh bien ça commence déjà à aller mieux parce qu'on peut déléguer, on peut se décharger sur quelqu'un dont c'est le boulot. Troisième comparaison, moi je prends l'exemple de l'enfant qui ne s'éduque pas tout seul, qui n'apprend pas tout seul. Il vit des choses, il vit des expériences, il tombe, il se relève, il apprend. Et l'enfant, il a besoin de guides, de parents, d'enseignants, de tuteurs. Et être adulte, eh bien, c'est aussi l'absence de la sécurité de ses guides, de ses parents, de ses tuteurs, de ses enseignants. On est dans le grand bain et on peut se sentir relativement seul. Avoir un psy, c'est avoir un guide neutre qui nous permet d'apprendre la vie d'adulte. Et pour le peu de personnes qui nécessitent des électrochocs, qui n'ont pas peur de se sentir rabaissés, ou en tout cas on pense qu'ils n'ont pas peur de se sentir rabaissés, ou on pense qu'ils ont besoin d'électrochocs, ne pas hésiter à dire que de penser qu'on peut surmonter une pathologie psychiatrique ou une souffrance mentale tout seul, eh bien c'est potentiellement, d'une certaine manière, un peu prétentieux ou un peu égoïste. Ou les deux. Les avantages de la méthode émotionnelle, eh bien, c'est que les métaphores, on s'en souvient. Après, vous pouvez créer toutes les métaphores que vous voulez, hein, mais les métaphores, on s'en souvient. On peut faire des comparaisons après dans sa tête, et ça marque. Et la deuxième chose, c'est que c'est toujours utile de rappeler qu'on aime la personne, et que c'est une vraie démarche d'aide venant de quelqu'un qui se sent impuissant. Et l'inconvénient principal, c'est que ça peut réveiller la sensation encore plus grande de culpabilité chez la personne. Parce que plus on va s'ouvrir en tant que personne qui donne ce conseil, plus on va dire que c'est par amour, par responsabilité, par empathie, plus il y a une possibilité que la personne qui souffre, à qui on est en train de dire qu'il faudrait aller voir un psy, se dise « Ah bah merde, en plus, je fais souffrir la personne que j'aime et il est complètement impuissant, c'est de ma faute. » C'est un inconvénient, c'est un risque. Troisième méthode, et je pense que c'est la méthode la plus efficace, la plus intéressante, et puis surtout la plus cohérente, c'est soi-même aller voir un psy. Déjà parce que ça donne l'expérience de ce à quoi ça ressemble d'aller voir un psy. Ensuite, à mes yeux, ça permet d'éliminer un petit peu ou d'atténuer toute notion de culpabilité, au sens où ne t'inquiète pas pour moi, moi aussi je vais voir un psy. Ne pense pas que je te juge et que je pense que les psys c'est pour les fous et que les psys c'est quand vraiment je pointe du doigt le coupable. Moi aussi je vais voir un psy. Et enfin, dans le cas d'un parent, d'un conjoint, d'un enfant, d'un meilleur ami, enfin de quelqu'un qu'on côtoie de manière quasiment quotidienne, on ne peut pas se permettre de s'enlever de l'équation.
Parce que ce sont des relations qui sont tellement imbriquées que si on s'enlève de l'équation, eh bien, il y a une possibilité quand même qu'on soit soi-même la personne prétentieuse ou égoïste, ou les deux. En conclusion, restez humble. Quand je dis humble, c'est prenez le temps de parler à froid, prenez le temps de prendre du recul. Ne pensez pas que vous avez la science infuse et que c'est l'autre qui est le coupable, l'autre qui est le responsable de votre souffrance, de sa souffrance, et que c'est à l'autre d'aller voir le psy. Prenez un peu de rationnel, prenez un peu d'émotionnel, consultez vous aussi, parce que la phrase qu'on m'a dite un jour et que je trouve vraiment géniale, c'est « Il ne faut pas nécessairement attendre d'aller très mal pour aller beaucoup mieux ». Celle-là, je l'aime bien, moi. D'ailleurs, c'est aussi une phrase que vous pouvez dire, parce que ce n'est pas forcément la meilleure méthode d'attendre de voir que quelqu'un à qui vous tenez est en train de s'enliser dans une dépression depuis quelques mois, ou d'avoir un comportement addictif avec de l'alcool, des drogues, et que ça affecte son milieu professionnel, enfin sa sphère professionnelle, sa sphère amoureuse, sa sphère affective, et même physiquement. On peut prendre les trucs un petit peu en amont et commencer à discuter avec ces personnes-là, en prenant un peu de rationnel, un peu d'émotionnel, et puis en consultant soi-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des techniques, des façons de dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi dans les commentaires en restant courtois. N'oubliez pas de vous abonner, etc., parce que bon, le référencement, tout ça, l'algorithme. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.